ma communication s'intitule Le Fonds mondial, un bailleur bilatéral comme les autres. En fait, au niveau du contexte de la Côte d'Ivoire, le programme de... Je tiens juste à m'excuser pour les personnes qui étaient là dans la salle ce matin à la session de dépistage. Il y aura peut-être quelques redites de contexte. Donc, le programme de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire est largement financé par l'aide internationale à 87% et largement par le PEPFAR qui finance à 78% de la lutte contre 17% pour le Fonds mondial et 5% la partie nationale. Donc pendant longtemps, on va y arriver. Pendant longtemps, les bailleurs ont été répartis sur le territoire ivoirien selon un découpage très complexe. C'est différentes cartes qui ont été élaborées en 2009 par un découpage qui a été rebaptisé par les acteurs locaux comme le Yalta ivoirien. Donc vous pouvez voir différentes cartes avec les différents bailleurs. Donc en bleu foncé, par exemple, nous avons le Fonds mondial, en pointillé l'UNICEF, en blanc le PEPFAR, etc. Donc ce sont des cartes extrêmement complexes selon les types de programmes. Donc nous avons une carte pour le dépistage, une carte pour la PTME, une carte pour la prise en charge des OEV, etc. Donc c'était extrêmement complexe, beaucoup de problèmes de coordination. Donc face à cette situation et face aussi aux faibles performances du Fonds mondial qui ont été jugées inefficaces et insuffisantes, en 2013, il a été décidé une répartition des bailleurs avec donc la Banque mondiale qui était partie quelques années plus tôt. Donc le PEPFAR va assurer désormais la prise en charge clinique sur l'essentiel du territoire, à savoir 79 districts sur 82, 19 régions sur 20, en laissant la gestion clinique au Fonds mondial dans une seule région, le Sud Comoué. Donc depuis 2014, donc sous l'influence de Deborah Birx, la nouvelle ambassadrice VIH/SIDA aux États-Unis, le PEPFAR s'engage dans un processus d'optimalisation de ses ressources et de recherche d'actions à haut impact ou à haut rendement. Donc elle divise ses différents districts sanitaires en districts à haut impact, moyen impact ou faible impact, ou districts de scale-up to saturation, aggressive scale-up ou maintenance, en fait en fonction du nombre de personnes qui vivent avec le VIH dans chaque district, donc ce qu'on appelle le disease burden. Donc à ce moment-là, il y a des actions diversifiées en fonction des types de districts et parallèlement, donc toujours en 2014, comme nous l'a présenté Fred, le Fonds mondial adopte son nouveau modèle de financement et opère donc un net virage vers une gestion inspirée du New Public Management, consacrant donc le primat de l'offre sur la demande et des principes d'efficacité et d'impact. Dès lors, comment le Fonds mondial, une institution qui avait été pensée à l'origine pour être davantage collaborative et respectueuse des intérêts nationaux et promouvant les principes d'efficacité mais également d'appropriation, de participation et d'alignement sur les besoins des pays, s'est-elle ajustée sur le terrain à ces nouvelles orientations nettement en faveur de la recherche d'impact ? Donc j'ai effectué une méthodologie, un terrain qualitatif continu entre 2015 et 2016 en Côte d'Ivoire et notamment participé à 12 réunions du CCM, qu'il s'agisse des réunions du comité VIH, puisqu'en Côte d'Ivoire il existe des comités VIH qui se réunissent de manière mensuelle, ainsi que 4 autres comités, les réunions d'AG ainsi que d'autres réunions exceptionnelles. Donc en fait, pour analyser cette question, je vais m'appuyer... Bon, décidément. Pardon. Donc, pour analyser cette question, je vais en fait vous parler plus précisément de la demande d'extension du Fonds mondial, puisque en Côte d'Ivoire, il y a eu le round 9 qui courait toujours jusque fin septembre, et entre fin septembre 2016 et janvier 2018, il y avait un gap. Donc, le Fonds mondial a proposé de faire un processus d'extension pour pouvoir combler ce gap. Donc, tel que préconisé par les recommandations de Genève, un dialogue pays différencié s'ouvre en avril 2016. Et ce processus inclusif et participatif a pour objectif d'identifier les axes d'intervention prioritaires en complémentarité avec les interventions des autres bailleurs
et de définir les nouvelles actions du Fonds mondial en Côte d'Ivoire. Donc, au moment où s'ouvre ce dialogue pays différencié, il convient de rappeler donc que le PEPFAR vient de décider de réduire de manière drastique ses activités dans près de la moitié des districts sanitaires de Côte d'Ivoire, où la prise en charge et le dépistage sont donc en phase critique. Donc, au sein de ces derniers, il est important de rappeler que 23% des personnes qui vivent avec le VIH résident dans ces régions. Et donc, en absence d'une réponse nationale forte, le Fonds mondial apparaît comme une opportunité. Cette demande d'extension apparaît comme une opportunité pour pouvoir combler ces gaps. Donc, durant 1 mois et demi, nous avons récolté toutes les listes de présence. Nous avons eu 52 réunions qui ont été organisées, avec des réunions en parallèle auprès des 2 récipiendaires principaux, réunissant l'ensemble des acteurs, tous secteurs confondus, avec une implication particulière du PNLS, le Programme national de lutte contre le sida, et de Alliance Côte d'Ivoire, qui sont les 2 récipiendaires principaux en Côte d'Ivoire. Donc, les agents du programme national ont été particulièrement impliqués, avec environ entre 8 et 14 personnes à chaque réunion qui étaient présentes, donc qui se consacraient à temps plein à l'écriture de cette note conceptuelle. Lorsqu'on regarde les horaires de toutes ces réunions, il y a des réunions qui commencent à 8 h pour finir à 23 h, des réunions qui ont eu lieu le samedi, le dimanche, avec des ateliers également, un atelier qui a été également organisé. Donc ensuite, on a essayé d'estimer le coût de tout ce processus, donc qui a duré 1 mois et demi, du 12 avril au 30 mai, avec quelques données manquantes, 74 000 euros, dont 68 000 euros en coûts de consultance, des consultants qui ont été payés à la fois par l'ONU-SIDA et Alliance Côte d'Ivoire. Donc en fait, il y a 4 versions. Donc pendant toute cette étape, pendant tout ce processus, il y a 4 demandes de subvention, 4 propositions en fait qui ont été élaborées par ce comité de rédaction. La première proposait en fait de se situer dans les régions, d'aller dans les districts jaunes, comme vous pouvez le voir, qui sont donc les districts qui étaient laissés en tout cas avec une activité minimale du PEPFAR, mais au moment où le conseil d'administration a eu lieu à Abidjan, le Fonds mondial a donc refusé à ce moment-là cette proposition, tant pour des questions de forme que de fond. Essentiellement, ça signifie ne pas souhaiter être relégué dans les districts dits à faible impact, tels que définis par le PEPFAR, mais vouloir lui aussi agir dans les zones à haut impact. Donc, tandis que cette première version est considérée par l'ensemble du comité de rédaction comme étant la plus pertinente, celui-ci s'attelle à proposer une seconde version qui intègre là les injonctions du fonds. Le comité de rédaction propose ainsi de maintenir les activités dans le Sud Comoué et de renforcer les interventions dans 9 districts sanitaires additionnels dits à fort impact, donc dans les districts verts ou vert foncé, au sein desquels le PEPFAR agit lui aussi. Cependant, comme le PEPFAR agit également dans ces districts, la proposition du Fonds mondial n'incluait que les petites structures, ne pouvant arriver à une proposition couvrant 350 personnes vivant avec le VIH. Le Fonds mondial refuse cette nouvelle version pour un manque d'impact prévisible de ce plan. Donc une troisième version est élaborée, réduisant le nombre de districts hors du Sud Comoué à 3. Celle-ci est également retoquée pour les mêmes raisons. Donc au final, lors de négociations au plus haut niveau et sous la pression du Fonds mondial en visite à Abidjan, qui a laissé entendre qu'il pourrait tout simplement ne pas réallouer les fonds, le DGS, la présidente du CCM et le Fonds mondial décident que la partie nationale présente une demande d'extension pour ce volet clinique uniquement sur la région d'intervention initiale, à savoir le Sud Comoué. Donc la proposition est ainsi tout à fait identique à ce qui existait déjà dans le cadre de la subvention en cours, à savoir le rang 9. Donc 2 mois de travail collaboratif sont ainsi balayés. Donc cet épisode amène à remettre en cause la raison d'être initiale du Fonds mondial, qui avait pour objectif d'être davantage collaboratif et respectueux des intérêts nationaux, par opposition aux pratiques dirigistes bilatérales.
Si les principes d'appropriation nationale, d'alignement sur les calendriers, d'alignement sur le contexte et les priorités des pays sont régulièrement réaffirmés, cet exemple confirme l'évincement progressif du principe privilégiant les besoins nationaux ainsi que les principes d'équité au profit de la notion d'impact. Donc plus inquiétant, il vient confirmer cette concurrence généralisée entre bailleurs qui privilégie davantage des résultats quantifiables à court terme au détriment d'objectifs à long terme tels que l'égalité dans l'accès aux soins et la promotion de la santé. Dans une course aux actions à fort impact, le PEPFAR et le Fonds mondial ont ainsi relégué en arrière-plan les besoins, les propositions et le travail des acteurs nationaux. Pour autant, les mécanismes institutionnels que propose le Fonds mondial, à savoir les instances de coordination nationale, restent des lieux inédits et privilégiés de concertation où se rencontrent tous les acteurs de la lutte, le secteur privé, le secteur public, la société civile, etc. et où la partie nationale pourrait exercer son leadership. Donc, si le Fonds mondial souhaite maintenir sa bataille d'ego avec les autres bailleurs, ces créations institutionnelles sont davantage vouées à devenir des obstacles bureaucratiques et chronophages qu'un lieu d'appropriation nationale. Pire encore, ce fonctionnement top-down conduit à générer des effets contre-productifs. Donc l'indifférence et le mépris à l'égard du travail fourni par les acteurs locaux, pouvant donner lieu au découragement et au désinvestissement des compétences nationales. Ainsi, je conclurai sur cette question. Quelle peut être la raison d'être du Fonds mondial si celui-ci fonctionne dans la pratique avec le dirigisme des institutions bilatérales et le poids bureaucratique d'une institution multilatérale? Je vous remercie.